Ça fait beaucoup de monde, mais bon, c'est un quartier dans lequel on a l'habitude d'intervenir. On a déjà eu des affaires avec des coups de feu. C'est une cité assez sensible où on nous aime pas, donc on y va en nombre, on sécurise. Il vaut mieux prévenir que guérir. Un seul. Des policiers sont en planque dans des voitures banalisées. Ils ont ce bâtiment en ligne de mire depuis le début de la soirée. Dans quelques minutes, ils vont déclencher une vaste opération antidrogue. Plusieurs centaines de kilos. Alors ce soir, les policiers des stupes vont employer les grands moyens. C'est l'effervescence dans la cour du commissariat. En plus des hommes des stupes, 80 fonctionnaires de police ont été réquisitionnés pour investir la cité des dealers, dont le GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale. Ça fait beaucoup de monde, mais bon, c'est un quartier dans lequel on a l'habitude d'intervenir. Ça fait déjà plusieurs dossiers sur les dernières années qui se passent là. On a déjà eu des affaires avec des coups de feu. La population n'est pas forcément contente de nous voir, même si on essaye de leur nettoyer le quartier. C'est une cité assez sensible où on nous aime pas, donc on y va en nombre, on sécurise. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mais d'accord, c'est nous le top. Hein. C'est nous le top. Pour réussir ce genre d'opération, le seul atout des policiers, c'est l'effet de surprise. Top, on descend. Top, on descend. Mais c'est le Jeep qui va rentrer en premier. À cheval. Les mulets. Mais on sort en 3 camionnettes banalisées vont déposer les policiers au cœur de la cité. Ils n'auront ensuite que quelques secondes pour investir l'immeuble. On est prêt à démarrer, donc je vais donner la progression au fur et à mesure. Une situation dangereuse à laquelle les policiers de Lille se sont habitués. Dès que ça va taper, tout le monde va disparaître. Ah bien sûr. Hein. C'est clair. C'est la routine, hein. On n'en fait pas tous les jours, mais on sait ce qu'on fait, donc nos stress. Dans 2 secondes, on tape. Hein. Je vais vous le dire. Hein. On tape dans 1 seconde. Le mec avec la veste orange. Hey, top. Un seul. Le guetteur qui gardait l'entrée n'a pas le temps de prévenir ses complices. Mis au sol, il est rapidement menotté. Épaulés par le GIPN, les policiers investissent l'escalier. À chaque étage, ils interpellent un nouveau trafiquant. Dépassés par l'ampleur de l'intervention policière, aucun ne résiste. Ça allait super vite. Ouais, ça va super vite et là on l'empile. Une dizaine de dealers, chacun posté à un étage différent. Sur eux, la preuve de leur commerce. Que des petites coupures. Donc forcément, c'est ce qui découle directement de la vente. En fait. Seuls ceux qui étaient postés dans les étages supérieurs ont tenté de fuir en passant par les appartements des locataires. Mais ils sont très vite rattrapés. Menotté. J'ai plus, moi. Bouge pas. C'est bon, il y a du pèse. Il y a du produit. Il y a de l'argent, lui. C'est bon. C'est quoi ça? 370 €. Je le garde pour l'instant. Certains, comme ce jeune homme d'à peine 21 ans, sont déjà de vieilles connaissances. C'est quoi son nom? C'est quoi ton nom? Comment? T'es encore là, toi? Ce jeune homme, les policiers ne le savent pas encore, c'est le chef de la bande. Vous auriez une pièce d'identité, monsieur? Celui qui a mis tout l'immeuble sous sa coupe. Il faisait régner la terreur parmi les habitants. On a des enfants, des petits-enfants, on a peur de eux, la vérité. Parce que déjà, ils l'ont menacé, une voisine en haut. Elle a dit qu'ils l'ont dit, si elle pose une plainte sur eux, ils vont tuer son enfant, je sais pas. Une demi-heure après le début de l'intervention, les forces d'élite du GIPN quittent l'immeuble, mission accomplie. Une satisfaction pour les hommes des stupes, car les dealers étaient particulièrement bien organisés. C'est les plaques de nos voitures, de la BAC, des stupes. Ça c'est nous, c'est 2 collègues des stupes. Hein. Et puis voilà, ils ont marqué sur leur mur, là c'est un petit endroit où ils peuvent surveiller, qui arrive. Et puis ils ont le listing des plaques de police, au moins ils peuvent prévenir qui il faut dans les étages, pour dire telle voiture, attention de la police. Voilà. Au total, une quinzaine de trafiquants a été arrêtés, tous âgés entre 16 et 21 ans.
Dans la panique, ils ont jeté dans l'escalier 200 grammes de cocaïne et d'héroïne, l'équivalent de 15 000 €. La journée des dealers ne faisait que commencer. Au commissariat, la brigade des stupes s'apprête à auditionner tous les suspects. Les policiers ont aussi arrêté cette jeune femme, une mère de famille. Elle aurait servi de nourrice aux trafiquants. C'est le brigadier chef Davy qui va l'interroger. Là, c'est pas comme si tu venais de ton propre chef faire une dénonciation anonyme. Là, toi, tu es là, dans l'état actuel, à l'instant T, là. T'es impliqué. Non mais écoute-moi. À l'instant T, t'es impliqué dans la procédure. Tu es en garde à vue dans le cadre de ce dossier. Selon elle, les jeunes dealers l'ont obligée à cacher de l'héroïne dans son appartement. Comme tous les locataires, elle vivait dans la peur. Quand ils m'ont menacé mes enfants, j'ai dit « Touchez pas mes enfants, s'il vous plaît. Tu veux qu'on touche pas tes enfants? Tu nous gardes ça. » Et voilà. On est en train de le garder, cette merde-là. Et ils nous donnent 2-3 joints par jour, on va dire, quoi, parce qu'on fume la bœuf. Je le cache pas, on fume la bœuf, quoi. Pression, intimidation, les armes habituelles des dealers pour imposer leur loi dans les quartiers. Cette fois, le chef de la bande est allé plus loin. Victime de brimades répétées, pour notamment plonger son appartement dans le noir, la jeune femme a été persécutée. Hier, ils m'ont encore frappé dessus. Tout ça parce qu'ils ont pris mes fusils, mais je les ai réclamés. J'ai été frappé au 12. Ils m'ont dit, t'as pas à venir frapper à la porte. Je dis, je veux récupérer mes fusibles, s'il vous plaît. Je dis, je paye mon loyer, je paye mon EDF, je paye mon gaz. Je voudrais récupérer mes fusibles, s'il vous plaît. Ils me disent, on les a pas, tes fusibles. Dégage. J'ai dit, ok, bah, si ça continue, bah, je dis, j'appelle la police. Quoi, tu vas appeler l'Arnouche? Tu vas appeler l'Arnouche? Ils m'ont tiré les cheveux. Et il m'a foutu un gros coup de poing avec quelque chose dans les mains et je suis ouverte à mon oreille, quoi. Et j'ai plein d'hématomes à mon dos, à mes jambes. C'est pas grand chose, mais bon, le plus c'est au dos. Regardez mes cheveux qu'ils ont tirés. Un calvaire subi durant plusieurs semaines. Petit à petit, les dealers ont transformé la vie quotidienne de cette femme et des autres habitants de son immeuble en enfer. Tous les jours, l'ascenseur est en panne. Les boîtes toilettes, on n'a même plus de boîte toilettes, tout y est défoncé. Le facteur, non, toi tu dégages, tu mets pas le courrier là. Et maintenant, il est interdit de passer dans notre bloc, quoi. Il peut plus mettre un courrier. Tout perdre à cause de... Devant le désarroi de la jeune femme, Davy et sa collègue Ouria vont tout faire pour la protéger. C'est un cas d'urgence. Là, si on vous laisse repartir au boulevard comme ça, demain midi, j'ai pas envie d'être responsable d'un homicide. Donc le but du jeu, c'est quoi? Soit de te faire reloger en urgence, ou alors te faire placer dans un foyer. Vous serez pas toujours derrière moi, monsieur. Le but, ça va être de te faire sortir du boulevard. Avec mes enfants. Avec tes enfants, bien évidemment, on va pas laisser tes gosses et ton mec là. Le but, ça va être de vous faire partir ailleurs. Le plus dur y est fait, regarde, t'as dit ce que t'avais à dire. Et voilà, nous maintenant, on va essayer de faire le boulot, on va essayer de te protéger. D'accord? Du mieux qu'on peut. Merci. Mes enfants surtout, vous protéger. Mais c'est pour ça qu'on est là. Le fait qu'elle soit totalement impuissante devant un système, finalement, c'est une sorte de système, moi, je peux pas rester, même si mon boulot est de l'entendre et de savoir un petit peu quel est son rôle, je peux pas rester insensible par rapport à une vraie faiblesse. C'est terrible de voir qu'au pied de notre commissariat, il y ait encore des zones de non-droit. Je trouve ça incroyablement révoltant. Voilà. Pour sa propre sécurité, la jeune femme restera une nuit en garde à vue dans les locaux de la police. Quelques jours plus tard, elle sera relogée loin de son quartier. Pour Davy, l'auteur de ces violences a dépassé toutes les limites. Il faut espérer que la justice sera réceptive à cela et que ce mec-là soit... Certes, il vend de la cam, mais il ne fait pas que vendre de la cam. C'est quelqu'un qui est très violent, qui peut être très violent et qui mérite d'être condamné pour ce qu'il a fait. Rentre, assieds-toi. Le chef du point de vente, c'est lui. Il a reconnu l'agression de la mère de famille. Elle gênait son business et il n'a eu aucun scrupule. Ça parle d'argent et vous voyez que vous pouvez repartir avec de l'argent et elle ne vous rapporte rien.
Mais vous préférez porter des coups sur la femme et repartir avec l'argent, c'est tout. Pour moi, c'est elle qui est en tort. C'est elle qui est en tort. Quand on veut avoir un pot de deal et on veut vendre, et si nous on veut vraiment vendre, on va quand même réussir à vendre. Même si les locataires ne veulent pas qu'on vende, ben nous on va vendre. S'ils veulent pas, ils veulent appeler la police tous les jours, ben on va essayer de leur faire un peu peur, on va leur mettre la pression. C'est-à-dire? S'ils veulent pas ça, ils ont qu'à déménager. C'est tout. Et vous leur mettez une sorte de pression? Non, tu juste penses à tes enfants, c'est tout. Malgré la gravité de ce qui lui est reproché, le dealer assume ses actes. C'est maintenant le capitaine Olivier qui interroge le jeune homme de 21 ans. Il ne va rien lui cacher de son business, particulièrement rentable. En 50 jours, je pense qu'on a écoulé 7,5 kg d'héroïne, tu es d'accord là-dessus, et 2,5 g de cocaïne. On gagnait environ 7 000 € par jour les bons jours et 5 000 les mauvais jours. Au total, nous avons encaissé entre 200 000 et 300 000 € en 50 jours. On est d'accord là-dessus? Je peux vous préciser que nous ne sommes que des employés et nous travaillons moyennant salaire. 300 000 € en moins de 2 mois, mais la somme ne revenait pas entièrement au dealer. Payé en cash et en marchandises, le jeune garçon gagnait jusqu'à 10 000 € par mois. Ce n'était pourtant que l'employé zélé d'un plus vaste trafic, et Olivier veut identifier le chef de ce réseau. Je te demande de dire qui. Non, je ne souhaite pas répondre à cette question, car j'ai peur de représailles et que je pense à ma famille. Tu penses à ta famille, donc c'est des gens de ton entourage proche qui connaissent ta famille. Donc c'est des gens qu'on a vus sur les surveillances. Non. Donc c'est des gens que tu peux reconnaître sur l'album qui est ici. Le dealer sait qu'il risque gros et il ne dira rien de plus. Les policiers qui tentent de démanteler ce genre de bande organisée se heurtent aujourd'hui à un vrai problème. Ça fait un peu plus d'un mois. Je suis prêt à aller en prison, on va dire, pour mes boss, vous voyez. Pour s'assurer de leur fidélité, les chefs de réseau ne laissent pas tomber leurs lieutenants. Même derrière les barreaux, ils leur font parvenir tout ce dont ils ont besoin, à commencer par leur dose de drogue. Même si je vais en prison là-bas, mais je vais recevoir mes téléphones et j'aurai pas besoin d'avoir des parloirs pour que ma mère vienne me ramener de la bœuf ou du shit et ma copine. J'aurai besoin de ces gens-là. Et quand je vais sortir ces gens-là, je vais leur faire la bise parce qu'ils ne m'auraient pas laissé tomber. Ils me rassureraient même tout le long de ma peine. À l'issue de sa garde à vue, ce dealer a été placé en détention, dans l'attente de son jugement. Mais fort de son expérience à la tête des stupes, Olivier sait qu'il est très difficile d'arrêter le trafic de drogue dure. Allez, on est parti. C'est un commerce extrêmement lucratif. Un point de deal génère facilement 5 000 à 7 000 €. Forcément, il y a toujours des candidats. On va retirer aujourd'hui 1, 2, 3 vendeurs. On sait déjà que d'ici une semaine ou d'ici 15 jours, ils seront remplacés parce que le jeu en veut la chandelle, quoi. Grâce aux écoutes téléphoniques, Jean-Claude pense avoir déstabilisé son interlocuteur. Pourtant, le suspect ne semble pas ébranlé outre mesure par les éléments que le policier lui présente. Il vous appelle le 9, il vous dit « Salut copain, ça va? T'es debout, je peux passer vite fait ?» Il y en a qu'un qui m'appelle copain. Il y en a plein. Tu vas voir comment il est. Vous voulez que je vous montre sa photo? Bah ouais. D'accord. Je vais vous présenter sa photo. Est-ce que vous connaissez cette personne? D'accord. Un petit oui. Le policier progresse peu à peu. Difficile pour Mathieu de nier l'évidence. Pourtant, lorsqu'on en vient à l'accusation principale, le dealer supposé trouve une parade immédiatement. Alors, selon nos investigations, nous pensons que cette personne travaille pour vous dans le sens où vous lui confiez la garde du produit stupéfiant que vos fournisseurs vous livrent. Non. Non, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Vous avez quoi comme relation avec lui? C'est un voisin, après il me demande des fois du lait, du sucre, des conneries comme ça. À écouter Mathieu, la nourrice ne serait donc qu'un charmant voisin, rien de plus. Pour tenter de le faire craquer, l'enquêteur rappelle alors au dealer présumé les propos de celui qui aurait stocké sa drogue. Mais là encore, Jean-Claude va trouver une fin de non-recevoir. Selon ses premières déclarations, il reconnaît qu'il vous garde de la résine de cannabis. Comment expliquez-vous cela? C'est pas possible. C'est pas possible. Ah bon? Pourquoi c'est pas possible? Parce que non.
Le présumé dealer n'en dira pas plus pour l'instant sur ses relations avec son voisin, la nourrice présumée de ce trafic. Alors le policier va changer de tactique et s'intéresser à ses clients potentiels, comme le supposé petit revendeur installé à la campagne. Pour cela, il va s'appuyer sur les écoutes téléphoniques enregistrées ces derniers mois. L'objectif, lui faire reconnaître que ce revendeur, dénoncé au téléphone, fait bien partie de son entourage et qu'il serait un client. C'est vous qui parlez là? Non, c'est pas vous là. Vous copain? Là c'est qui là? C'est pas vous. Celui-là, ça risque rien. Je sais pas de quoi vous parlez. Mais est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est pas vous là? Je sais pas. C'est pas moi ça. J'ai vu des gens de mauvaise foi, mais là je crois qu'on est en train d'atteindre. Oui, c'est moi là. C'est votre téléphone ça. Hein. C'est votre téléphone. Non, je vous jure que non. Je vous jure que non. Même face à cet élément objectif, l'homme ne confesse rien, aucun aveu pour le moment. Mais au bout de quelques minutes, il se ravise un peu pour admettre à demi-mot qu'il connaît bien le petit revendeur. Mais que cela n'a rien à voir avec du trafic de drogue. Ça doit être moi derrière. Ça doit être moi, j'ai du mal à entendre, mais oui. Il vous explique que la voiture de son fils oui, est qui a été cassée, oui. C'est bien votre copain quand même. Ah oui, c'est un pote, oui. Vous m'avez fait peur. L'audition avance péniblement. D'autant plus que le toxicomane en difficulté semble faire un nouveau malaise. Ça va? Non, ça a l'air bien, hein? Ça va pas. Pourquoi? Je sais pas. Il y a le stress, la garde à vue, tout ça. Ça rappelle le docteur, ça va pas. D'accord, bon, on va rappeler le docteur. Viens avec moi. Simulation du suspect coincé face aux preuves des policiers, ou au contraire, malaise réel d'un ex-héroïnomane. Dans le doute, les enquêteurs de la brigade des stupes ne veulent prendre aucun risque. Ils arrêtent l'audition pour l'instant. Alors, pour faire avancer l'enquête, ils vont devoir trouver d'autres témoins à charge, comme le revendeur présumé qui vit à la campagne. L'homme acceptera-t-il de balancer son dealer ? Le lendemain matin, 8 h. Stéphane est déjà à pied d'œuvre. Avec ses collègues, ils ont décidé d'utiliser une stratégie souvent payante dans ce genre d'affaires, l'interpellation du plus petit maillon du réseau, celui par qui toute l'affaire a commencé. Le but, si on le trouve, ben, ça va être de lui faire avouer qu'il se fournit auprès de... Et comme pour l'instant, est plus à nier son trafic qu'autre chose, si maintenant on a une deuxième personne qui dit ben oui, je lui achète, après, il pourra continuer à nier tant qu'il voudra, il est plié. Hein. Reste à savoir si le revendeur dénoncé au départ est bien chez lui. Tu vois, c'est la maison qui est en face de nous, là. A priori, coup de chance pour les enquêteurs. Sa voiture est garée devant son domicile. Les policiers vont aller droit au but. Monsieur, bonjour. Vous nous ouvrez, c'est la police, s'il vous plaît. On a besoin de vous voir. Ne faites pas sortir, s'il vous plaît. Hop, alors il est toutou. Bonjour, monsieur. Bonjour. On est là dans le cadre d'une affaire de trafic de produits stupéfiants. Vous concernant, entre autres, il est 9 h 15, vous êtes placé en garde à vue. Ah d'accord. Une course contre la montre s'engage. Les enquêteurs doivent faire vite pour perquisitionner le domicile et parvenir à faire dire à leur suspect qu'il se fournit bien auprès du dealer présumé, actuellement en garde à vue au commissariat. Donc je vous explique maintenant, on va faire une perquisition chez vous. Mes collègues pour la perquisition, ils ont un chien qui est spécialisé dans la recherche stup. Si vous avez des stupéfiants chez vous, hein. Subutex. Ouais. Pas de cannabis, on trouvera pas de cannabis. Oh, je sais pas, je suis pratiquement plus. L'opération part mal pour les enquêteurs. A priori, l'homme suspecté de revendre des petites quantités de cannabis assure n'avoir aucune drogue chez lui. Voilà qui est ennuyeux pour les policiers, car il faut absolument qu'il démontre qu'il consomme et revend.
s'ils veulent s'en servir ensuite pour témoigner contre le supposé dealer. Mais au bout de 30 minutes de recherche, Hilton n'a toujours rien à se mettre sous la dent. Bon, on a fait le tour, hein. On va y aller. Pas un gramme de stupéfiant ici. Mais l'équipe de Stéphane ne désarme pas. Elle emmène l'homme au commissariat pour l'auditionner. Car leur objectif principal, c'est surtout de parvenir à lui arracher un témoignage contre Mathieu, le dealer présumé. En face. Asseyez-vous. Donc tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez arrêté de fumer? Ouais. Pas vraiment. Depuis quand vous avez bien levé le pied? Depuis septembre. En fait, depuis septembre, vous fumez quoi alors? Occasionnellement, quand il y a des gens qui passent à la maison. Quand je vais en soirée, quand je vais chez des gens qui en ont. L'homme prétend n'être qu'un simple fumeur occasionnel. Une réponse peu convaincante pour le policier qui va creuser davantage en essayant de le piéger. Donc, on peut dire que depuis septembre, vous n'achetez plus de résine de cannabis? Ça m'arrive aussi. Oui, ça m'arrive. J'ai acheté 400 reprises déjà. Donc, ma question, à qui? Pour la seconde fois, le dealer présumé est mis en cause. Après la nourrice, il s'agit maintenant d'un client. Donc vous preniez des combien? De 30 à 50 euros, 20, 30, 40, 50 euros pour mon anniversaire. J'ai acheté un 50 balles à mon anniversaire. Même si la quantité reconnue lui semble négligeable, l'enquêteur a obtenu ce qu'il recherchait. Un deuxième témoignage à charge contre Mathieu, le dealer supposé qui nie toute implication. Attendez, vous signez, toujours pareil, les 4 premières pages en bas à gauche et la 5e sous votre nom. En théorie, l'homme risque jusqu'à 10 ans de prison, tout comme son dealer. En réalité, ce n'est qu'un simple maillon dans ce réseau. Mais son témoignage est essentiel. Il vient corroborer la thèse de la brigade des stupes. Mathieu serait bien au cœur d'un trafic très bien organisé. Le lendemain matin, 7 h. C'est la dernière journée de garde à vue pour Mathieu, le dealer présumé. Avec le nouveau témoignage que viennent de recueillir ses collègues, Jean-Claude espère enfin le faire craquer, alors qu'il a tout nié en bloc jusque-là. Concernant vos clients, les personnes à qui vous avez revendu des produits stupéfiants. Le 28 octobre 2013, les collègues effectuent une surveillance physique de à ce moment-là, se rendait chez vous. Il est resté quelques instants. Pouvez-vous nous dire quelle quantité de cannabis vous lui avez donné et quand il était chez vous? Je n'en avais pas donné. Il m'en prend jamais, quoi. Une nouvelle fois, la situation semble bloquée. Le dealer présumé refuse d'admettre qu'il sert son client. Mais Jean-Claude insiste. Donc il passe chez vous, donc c'est forcément pour prendre quelque chose, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Normalement, il a obtenu ce qu'il voulait. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il m'avait pris une barrette ou deux, peut-être. Pour la première fois depuis le début de son audition, Mathieu évolue dans ses déclarations. Il revendrait un peu, finalement. Est-ce l'effet de la fatigue, le stress de la garde à vue? L'homme commence à baisser la garde. Alors, l'enquêteur va s'engouffrer dans la faille, avec un seul but désormais, que le dealer supposé dénonce enfin son fournisseur, le gros bonnet du réseau, déjà arrêté par les douanes. Jean-Claude ignore alors que son suspect va lui faire des réponses déconcertantes sur la tête de pont du réseau. Quelle relation avez-vous avec lui? Vous le connaissez depuis combien de temps? C'est quoi? Ça fait 1 an à peu près. Qu'est-ce que vous avez comme relation avec lui? Il sort les poubelles de ma mère, les conneries comme ça. Devant une telle réponse, Jean-Claude ne bronche pas. Mais puisque Mathieu le prend un peu à la rigolade, le policier va rester dans le même registre, en lui faisant écouter une drôle de conversation entre lui et le fournisseur présumé de ce réseau, où il est question de chaussures. Ah, écoutez, là. Je suis sûr que c'est la meilleure fois. Tu le prends, tu fumes pas ou
Alors, je ne sais pas ce que vous comptez faire avec les chaussures qu'il vous a prêtées, mais vous lui répondez que les chaussures, vous ne les avez pas encore entamées. Je ne vois pas ce que vous allez entamer dans une chaussure. C'est des chaussures là qui parlent. Nous pensons qu'il s'agit de produits stupéfiants. Cela est-il exact? Non. Si. Toujours non. Oui. Ça doit être ça. C'est? Ça doit être ça. Alors oui. Ça doit être ça. Elle a dit donc. L'homme a cessé de rire. Au détour d'une phrase, il a fini enfin par céder. Il aura fallu 36 heures de garde à vue pour que les policiers obtiennent un début d'aveu. Mais le plus dur reste à faire maintenant pour Jean-Claude. Faire avouer au dealer présumé l'ampleur de son trafic. De quoi vous parlez là? Qu'est-ce que ça représente en quantité ces chaussures là? Ça devait être une plaquette. On part petit, hein, mais bon. On part au moins sur quelque chose. Une plaquette, l'équivalent de 100 grammes, une quantité bien inférieure au calcul des policiers, car souvenez-vous, lors des perquisitions, ils avaient saisi 3 plaquettes de résine de cannabis, 300 grammes environ, chez la nourrice qui stocke pour le compte du dealer présumé. Manifestement, les quantités ne correspondent pas. Et 300, il y a 300 chez... C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça arrive, donc il en ramène 2 ou 3. Mais des fois il en ramène une. Des fois, j'ai pas fini l'autre qu'il en a ramené une. Donc des fois, j'en ai une d'avance. Donc je stocke. Voilà, je fais ça. Il a dû me ramener 1 kg, 1,5 kg depuis le mois d'avril. Pas plus d'1 kilo? Bah, ça fait peu, hein. Bah ouais, mais vous savez, je suis pas... vous voyez les gens qui viennent chez moi, c'est des 10 balles, des 20 balles, c'est pas souvent. D'accord. Qui viennent 6 fois par semaine. En gros, 1 kilo, alors je pense qu'il m'a ramené en gros 1 kilo de résine de cannabis. 1 kilo de cannabis en l'espace d'1 an. Désormais, les policiers ont des aveux. Et avec les écoutes, voilà suffisamment d'éléments pour présenter leur homme à la justice. Sans doute épuisé par ces heures d'interrogatoire, Mathieu va même jusqu'à se montrer reconnaissant vis-à-vis des policiers. Je l'ai tout arrêté, j'en avais marre. Oui, et c'est... Moi, franchement, ça me fait du bien qu'on m'arrêté là, parce qu'au moins, ça va me débarrasser de tout ça. Fin de l'audition. L'homme est remis en cellule, en attendant d'être déféré devant la justice. Pour Jean-Claude, c'est une victoire à relativiser. Mais là, ça a quand même été costaud pour une banale histoire de chaussures. Il a fini par reconnaître qu'il avait fait récupérer à son fournisseur une plaquette de 100 grammes de résine de cannabis. Bon, pour nous, c'est un point positif puisque ça fait le lien. Mais ça reste quand même des quantités très minimes. Mais alors, quelle serait la quantité réelle de stupéfiants vendus par Mathieu, le dealer supposé, avec l'aide de son fournisseur? Sur ce point, tout reste à démontrer. Non, bah c'est pas mal par rapport à ce qu'on avait au début. Et puis c'est clairement établi. Ouais. Clairement établi. Là, il reste les auditions des clients qui peuvent, je pense, nous apporter gros. Donc c'est pour ça qu'on entend derrière les clients, pour justement démontrer l'ampleur du trafic qu'il faisait et du cannabis qui découlait sur Limoges. Dans les locaux de l'hôtel de police, commence alors un véritable défilé. Près d'une vingtaine de consommateurs recensés par la brigade des stupes. Des clients qui vont devoir expliquer combien de stupéfiants ils ont acheté à Mathieu. Des hommes, mais également des femmes, des toxicomanes de toutes conditions et de tout âge. Je vais t'entendre conso, hein, d'accord. Des jeunes gens, mais également des quinquagénaires qui présentent bien. Et parmi tous ces consommateurs, l'un d'eux va donner aux policiers une information clé. Qu'est-ce que vous diriez? Que vous avez passé les 2 kilos? Mettons 1 kilo et 1 kilo que je l'ai fumé moi tout seul. Je pense avoir dépassé les 2 kilos d'achat. Un client qui achèterait au dealer 2 kilos de cannabis par an, voilà un témoignage qui change la donne pour la brigade des stupes. Mathieu aurait bel et bien minimisé son rôle. C'est excellent pour nous, puisque ça permet de démontrer que a largement minimisé son implication. En fin de compte, les quantités achetées et revendues sont bien supérieures à ce qu'il a dit. Il avait dit 1 kilo, on en est à 10, peut-être plus, on ne sait pas trop, entre 10 et 15, enfin bon. 10 à 15 kilos de hache par an, cela représenterait à la revente au détail entre 60 000
et 90 000 € pour le dealer. Et le clou de l'affaire, c'est que ce revendeur ne se cantonnait pas au cannabis, car certains clients affirment qu'il lui achetait aussi de la cocaïne. Tu en prends combien? À lui? Ouais. Oh, si je lui en ai acheté 2 fois, c'est vraiment le maximum. Ah ouais, 1 gramme à chaque fois? Ouais. De la cocaïne et plusieurs kilos de cannabis, les policiers de Limoges semblent avoir arrêté un réseau en pleine expansion. Et pour boucler leur enquête, ils doivent désormais s'attaquer au cerveau de cette organisation. Car en audition, Mathieu, le dealer présumé, a officiellement mis en cause son fournisseur. Reste à faire avouer ce dernier, un individu au sang-froid qui ne va pas se laisser déstabiliser facilement. L'homme est déjà dans les murs depuis son interpellation 3 jours plus tôt par les douanes. Alors Stéphane va le chercher à l'autre bout du commissariat. En 7. En 7 pour l'audition? Ouais. Cette fois-ci, la tête de pont du réseau va devoir s'expliquer devant les stupes de Limoges. Allez, vous venez avec moi? Je vous remets juste les pinces pour monter. Pour le suspect, l'audition s'annonce difficile. Car souvenez-vous, il avait été arrêté avec 3 kilos de cannabis dans le coffre de sa voiture. Et c'est ce que va lui rappeler immédiatement Christian, qui va mener l'interrogatoire. On va commencer tout de suite par ça. Hop, voilà, donc... Regarde. Oh là. Regarde. Le 2, quand tu t'es fait arrêter, on a trouvé... il a été trouvé par les douaniers 3 kilos 0,24 de résine de cannabis. C'était bien à toi? Oui. Ok, voilà, je te les représente. Donc c'est nous qui reprenons l'affaire. Donc, comme tu es impliqué dans le trafic de drogue, donc on s'occupe. Est-ce que vous connaissez le nommé? Est-ce que tu connais? Ou il faut que je te montre sa photo? Tu le connais depuis... Donc oui, tu le connais depuis combien de temps? Non, il n'y a pas longtemps. Je le connais parce que j'étais marié, après on a déforcé. Moi j'étais dehors, ça fait la vérité. Et lui, je le connais à rapport que j'ai l'envie de faire chez lui, c'est tout. Et des fois je passe à chez lui pour boire le café. Une simple relation amicale et un endroit où il stockerait ses affaires. L'explication est un brin curieuse pour le policier qui n'y croit pas une seconde. Alors, il va entrer dans le vif du sujet. Avez-vous déjà vendu ou cédé moi je l'ai pas vendu, je l'ai rien donné. De la résine de cannabis à ces personnes? Non, je l'ai pas vendu, jamais. Le fournisseur présumé, désigné par Mathieu, ne veut rien reconnaître. Alors, une fois de plus, le policier va sortir la pièce maîtresse de l'accusation, les écoutes téléphoniques, une stratégie qui a déjà fait ses preuves avec le dealer supposé. Il y a des conversations entre toi et... Tu vois, on reconnaît bien ta voix. Hop. Ouais, allô? Ouais. Je suis sûr que je te l'avais autrefois. Tu le prends? Mais je l'ai pas encore entamé. Si t'as quelqu'un, vas-y, prends-la. Pourquoi il dit je les ai pas entamés? Je l'ai pas entamé. Ça se mange une paire de chaussures? Ça, j'ai pas compris qu'il a dit ça. Ah, moi je l'ai compris. Le responsable présumé du réseau nie en bloc. Alors Christian va le mettre face aux accusations de Mathieu consignées sur procès-verbal par ses collègues. Lui, il a dit que vous étiez venu récupérer une plaquette de shit. Quand ça? Ah ben il l'a dit. Voilà. Les taux se resserrent quand même. Hein. On va regarder tout ça. Il ne restera jamais. Pas de problème. Voilà. Rien n'y fait. L'homme se tait. Sûr de lui, il veut même faire croire qu'il n'est qu'un simple consommateur, dépanné par Mathieu, le dealer présumé. Des fois, je pense à chez lui qui me dépanne pour filmer le soir. C'est vrai. Ah, parce que c'est lui qui te dépanne? Oui. Ah, mais non, mais là, c'est... Enfin, oui, c'est vrai. Ah, ok, pas de problème. Alors là, je vais même le marquer, tu vois. Okay. Donc, en fin de compte, non, c'est lui qui te dépanne. Des fois, mais pas, voilà, que j'ai besoin pour filmer le soir. Quelle quantité? 3 jours ou 2 jours. Ouais, combien? Pour filmer, c'est ça? 3 joints par mois, alors que le dealer présumé a précisé que le suspect lui livrerait au moins 1 kilo de cannabis par an. Aux yeux des policiers, c'est très clair, il y a l'un des deux qui ment. Quel intérêt aurait-il à vous dénoncer si ce n'est pas vous? Alors qu'il serait plus facile pour lui d'avouer faire du trafic sans donner de nom. Ça serait
beaucoup plus simple. Parce que, je sais pas, il a peur de notre gars. Mais non, mais il aurait dit, il donnait pas de nom, c'était nettement mieux pour lui. Ouais, moi non, parce qu'il me connaît moi, parce que les autres, il a peur de eux, c'est tout. Il fait ça pour moi, voilà. Quoi. Non mais, ouais. Il a peur pour que, comme ça, il sort, ouais, c'est lui, c'est tout. Donc, il ment. Hein? Il ment, donc. Il ment, bien sûr, oui. Parole contre parole, c'est la fin de l'audition. Christian ne veut pas s'entêter. D'expérience, le policier le sait, les patrons à la tête des réseaux de stupéfiants nient en général toute implication. Mais pris la main dans le sac avec 3 kilos de résine de cannabis, l'homme risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement malgré ses dénégations. Après 96 heures de garde à vue, la brigade des stupes a suffisamment d'éléments probants pour déférer tous les mis en cause devant la justice. À commencer par le présumé petit revendeur, qui réside dans son hameau en pleine campagne. Il sera libéré sous contrôle judiciaire en attendant la suite de la procédure. Même chose pour celui qui ferait office de nourrice, qui pour quelques joints aurait accepté de stocker des stupéfiants chez lui. Mais pour Mathieu, le dealer présumé au cœur du trafic, la justice ne devrait pas se montrer clémente. Lui risque jusqu'à 10 ans de prison, comme son fournisseur supposé. Pour l'heure, les 2 hommes seront placés en détention provisoire en attendant d'être jugés. 6 mois d'enquête pour démanteler un réseau qui alimentait des consommateurs dispersés jusque dans les campagnes du Limousin. Petit matin, à Cannes. Au commissariat, les policiers s'équipent. Un jeune dealer qu'ils surveillent depuis plusieurs semaines serait sur le point de faire une grosse vente de cocaïne. Jeune premier de la classe, oui. Oui, ça c'est pas choquant à Cannes. En arrêtant ce revendeur, les policiers espèrent remonter jusqu'à la tête d'un des réseaux qui alimentent la ville depuis plusieurs mois. On est parti? Départ dans ce que l'on appelle un sous-marin. Un véhicule banalisé aux vitres teintées qui va permettre aux policiers d'assister à l'échange en toute discrétion. Là, on voit derrière, mais par contre, on a le parasol. Si se met derrière le parasol, on voit rien. Pour avoir une meilleure vue, un couple d'enquêteurs prend position dans l'établissement où doit avoir lieu la transaction. L'objectif, c'est de pouvoir déterminer si l'individu a le produit sur lui et de déclencher l'interpellation. Soudain, une femme arrive seule et passe à proximité des policiers. Elle correspond au profil de l'acheteuse. Elle rentre par ta droite. Et par contre, les gars, si c'est à l'intérieur, moi je suis baisé. Hein. La cliente s'installe juste devant l'un des policiers équipés d'une caméra cachée. Elle commande à boire. Et quelques minutes plus tard, le jeune dealer de cocaïne fait lui aussi son apparition. Il se dirige vers la terrasse. Elle arrive à pied. Juste derrière un arbre, derrière le palmier là. Bon chic, bon genre, téléphone vissé à l'oreille, le jeune s'assoit face à l'acheteuse. Mais très vite, les policiers sont inquiets. Il a l'air trop tranquille. Je pense que là, il est venu à vide. Généralement, quelqu'un qui a une forte quantité de produits comme lui, il serait à scruter les alentours pour détecter une éventuelle présence policière. Et là, il est vraiment trop serein. La transaction va bien avoir lieu, mais pas ici. L'acheteuse quitte la table, mais les policiers en planque dans le café ont réussi à entendre un bout de conversation. Oui, rendez-vous est donné plus tard, en milieu d'après-midi. Il ne veut pas faire ça là. D'accord, ça roule. Allez, attends. Dans 2 heures, le vendeur aura la cocaïne avec lui et les policiers seront au rendez-vous. Retour à la brigade des stupes. Après l'échec du matin, Xavier et ses hommes ne disposent que d'1 heure pour préparer l'interpellation du jeune dealer de cocaïne. Le rendez-vous se fera au parking du Palm Beach à 15 h. Donc, cette fois-ci avec lui et le mec, normalement. Hein. Voilà. Ils espèrent que le grossiste sera également présent. Mais le nouveau lieu de rendez-vous, devant une plage, risque de compliquer l'opération. De l'autre côté, vers la plage privée.
éventuellement, si vraiment ça part à la courette ou quoi, la plage, et après il peut accéder au toit du yacht club et repartir vers le yacht club. Pour ne pas être reconnu par le dealer, Xavier change de tenue et se déguise en jogger. Dans le sous-marin, Jérôme surveille les allées et venues. Son rôle, donner le feu vert dès qu'il voit le dealer sortir la cocaïne. Et comme prévu, l'acheteuse revient. Elle passe juste devant Xavier et se dirige vers le point de rendez-vous. Ouais, bah c'est bon, je l'ai. Le jeune homme arrive à son tour. Pour les policiers, il faut maintenant s'assurer qu'il a la marchandise sur lui. Contact, il y a le contact. Et soudain, la cliente approche sa main de la poche du dealer. Plus de doute, il est bien en possession de la cocaïne. C'est bon, il a. Maniez-vous, il est au banc. Allez, go, go. Ce jour-là, les policiers vont provisoirement laisser filer l'acheteuse. Leur priorité, c'est le vendeur et son grossiste. C'est quoi ça? C'est quoi C'est combien? Il y a combien? Je sais pas. Il est où le mec qui t'a amené là? Dépêche-toi parce que sinon je... Xavier veut savoir si son fournisseur est encore dans les parages. C'est personne sur le taxi, je suis même pas. T'es judiciaire, j'ai fait ça parce que j'ai le problème financier, je vous jure. Il est où le mec? Il est où le type? Dépêche-toi. Je suis mis en taxi, je vous jure, je suis mis en taxi, je mens pas, sinon je vous dis. On te demande pas comment t'es venu, on te demande où est le mec. Tout ça, je vais vous dire vraiment. Allez, plus vite on le fera, le mieux ce sera. Pour l'instant, le dealer couvre encore son grossiste, mais pas pour longtemps. Au commissariat, les policiers vont rapidement comprendre que le jeune homme n'a pas la carrure d'un baron de la drogue. Je vais t'inscrire pour le casting à The Voice. C'est vraiment, je vais tout faire pour éviter la prison. À l'époque, quand je t'ai collé avec toi, je portais pas. Ah, là, c'est pas pareil. Juste à côté, les policiers examinent de plus près la cocaïne du garçon. 104 grammes. Plus de 100 grammes de cocaïne, la valeur estimée à la revente avoisine les 10 000 €. Avec cette quantité, difficile de plaider la simple consommation. Mais ce qui intrigue les policiers, c'est le conditionnement de la drogue, en ovules, une technique utilisée par les trafiquants internationaux. On peut voir ce genre de choses conditionnées de la sorte. Des jeunes femmes cacher ça dans leur vagin. Voilà, pour passer d'un pays à l'autre. Là, c'est pour faire déjà le test. Pour voir la pureté à peu près du produit. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Là, c'est pourquoi les échantillons? Turquoise comme ça, c'est magnifique. C'est du top niveau. On peut dire que c'est un produit qui doit être à 85-90%, voire peut-être plus. À 90%, je pense. 100 grammes de cocaïne, presque pure. Assieds-toi. Le dealer risque jusqu'à 10 ans de prison. Donc il faut que tu t'expliques de la façon la plus claire possible. Pour essayer de t'en sortir du mieux possible. Donc si tu restes tout seul, tu prendras le max. Si t'as quelqu'un au-dessus, tu prendras moins. Et en plus de ça, tu auras fait preuve de collaboration avec les services de police et de la justice, ce qui est quand même assez retenu au niveau du code pénal, quoi. Le jeune homme de 19 ans ne veut pas livrer le nom de son fournisseur, mais il va expliquer à l'enquêteur comment il a fait sa connaissance. On avait de la sympathie. J'ai vu plusieurs fois en boîte. Comment tu as su qui brassait, lui? C'est une notoriété publique, tout le monde le savait? Après quelques recherches, les policiers vont trouver l'identité du trafiquant qui fournit une partie du marché cannois. Allez, c'est bon, viens, je te redescends. Le lendemain, au petit jour, la brigade des stupes est sur le pied de guerre. Elle espère surprendre le fournisseur dans son sommeil. C'est bon? Direction un quartier populaire,
situé à la périphérie de Cannes. Aujourd'hui, le bélier de sortie. L'opération s'annonce musclée. Sécurise, police! Sécurise à gauche, police, police, police! Police, bougez plus, police! Qu'est-ce qu'il y a là? Police! Où est-ce qu'il est? Mais doucement, il y a p*** ici, je sais pas où il est d'abord, c'est le dehors ici ou pas. Il est où? Mais j'en sais rien, moi. Le suspect loge bien ici, mais ce matin, il n'est pas là. Mais pourquoi vous cassez? Vous aurez descendu, vous? On cherche votre fils. On est de la brigade des stupéfiants. Oui, tout à fait. Du commissariat de Cannes. Oui. Voilà, il est recherché dans le cadre d'une enquête pour un trafic de stupéfiants. C'est pour ça qu'on est là. Oui, d'accord. Voilà. La mère ne semble pas particulièrement étonnée. Mais vous cassez la porte. Les policiers entament alors une fouille minutieuse de la chambre avec l'aide d'un chien renifleur. Aucune drogue, mais une garde-robe impressionnante. Armani, Hugo Boss. Il aime bien les habits de marque, votre fils, non? Et ce n'est pas tout. Menteur, il travaille pas, il roule en BM. Il a des habits que de marque. Comment il a un bien? Il a une PSP. Il a pas de bien? Ah si, il roule en BMW. Il a un bien. Vous saviez pas? Ben non, je sais pas. Les papiers sont là. La mère affirme également ignorer où se cache son fils. Moi, je sais qu'ici, il n'y a rien, parce que je vois rien. Mais les policiers la soupçonnent plutôt de le couvrir. Alors pour la déstabiliser, ils lui rappellent le palmarès du caïd. L'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve. Non, vous savez, je sais pas si vous êtes au courant quand il s'est bagarré avec... Donc il est encore soumis en épreuve. Il s'est pas bagarré, il l'a séquestré, c'est pas pareil. Enfin bon, moi, je... Ouais, enfin bon, il l'a séquestré, il l'a emmené en Italie, il a comment... Voilà. Ils l'ont un peu tapé dessus, ils l'ont pris en photo à poil, enfin bon... Ouais, quoi. Oui, c'est pas l'enfant qui... C'est pas l'enfant... C'est pas l'enfant de cœur, votre fils, vous le savez très bien, madame. Hein. Bah pourtant, Ouais, pourtant il est gentil. Ouais, à la maison, il est gentil, ouais. Convaincu qu'elle en sait plus qu'elle ne le dit, Xavier lui fait passer un message. Contactez-le très vite et dites-lui vite qu'il se présente s'il ne veut pas que nous, on vienne chez vous régulièrement. Et de la même manière. Les policiers le savent, le grossiste ne pourra pas se cacher très longtemps. Au commissariat, le sort du jeune dealer est scellé. Pris en flagrant délit, il aura du mal à éviter la prison. Mais avant de le déférer au tribunal, Xavier lui fait une dernière leçon de morale. C'est dur, j'essaie vraiment de faire genre tout va bien. Mais... Quand tout va bien, ça marche. On est plein de connaissances, plein de machins, plein de trucs, on est content, on voit un petit peu de coke, ça amène des commandes, des potes et des machins, des trucs comme ça. Et puis, on se fait un peu d'argent. Là, tu te refais un petit billet quand même sympa, tu vois dessus. Donc après, quand ça va, ça va. Et quand ça va plus, par contre, là, on chiale et puis on se met à pleurer. On passe là, du coup, tout d'un coup, on pense à sa mère, on pense à son frère, on pense à son père. C'est avant qu'il fallait penser ça. C'est un exemple, la famille, on avait pensé. Si t'avais un peu de jugeote, c'était avant qu'il fallait penser. C'est plus maintenant, c'est trop tard maintenant. La quête d'argent facile chez les jeunes Cannois finit parfois dans les larmes. Il est 23 h et en apparence, tout semble tranquille dans cette petite cité de la périphérie de Montpellier. Un calme trompeur. Car des policiers sont en planque dans des voitures banalisées. Ils ont ce bâtiment en ligne de mire depuis le début de la soirée. Dans quelques minutes, ils vont déclencher une vaste opération antidrogue. 15 policiers de la brigade des stupes sont sur la piste d'un réseau international de dealers, à la recherche d'une énorme cargaison de cannabis, plusieurs centaines de kilos. Alors ce soir, les policiers des stupes vont employer les grands moyens. On va le faire correctement, tiens, je laisse... C'est tout l'immeuble qu'ils s'apprêtent à fouiller de fond en comble. 35 appartements qu'il va falloir perquisitionner un à un. Chien renifleur de drogue, serrurier. Pour ce coup de filet exceptionnel, toute la brigade est mobilisée. Il y a une cave ou un autre appart. Une deuxième équipe de policiers s'attaque au comble. Et une troisième passe toutes les caves au peigne fin.
Vont-ils faire main basse sur la drogue? Pas si sûr. Car elle appartient à de dangereux trafiquants que les policiers traquent sans répit depuis 3 mois. Une enquête à rebondissement que nous avons suivie jour après jour, au cœur de la brigade des stupes. La traque commence en janvier dernier à l'hôtel de police de Montpellier. Au 2e sous-sol ce matin, séance d'entraînement au tir pour la brigade des stupes. Coup de sifflet, une cartouche, je désarme. À sa tête, Christophe, un policier chevronné, 22 ans de service. Ce spécialiste du tir rapide a fait ses armes à la prestigieuse BRB, la brigade de répression du banditisme du 36 quai des Orfèvres à Paris. Vous ne verrez pas le visage de Christophe. Pour sa propre sécurité, il doit rester anonyme. Exceptionnellement, nous avons pu partager le quotidien de ce super flic, devenu la bête noire des gros trafiquants de drogue à Montpellier. Christophe et Thierry, son équipier depuis 5 ans, ont démantelé 8 réseaux sur la ville. Constamment à l'affût, ce matin, ils viennent de recevoir un nouveau tuyau sur une possible planque de trafiquants. Tu connais la route? C'est l'ancienne boulodrome de la SNCF. C'est derrière la piscine Tournesol. Un renseignement très précis qu'il faut exploiter sans attendre. Une 34 de TO 810 et un ensemble des 810 en dispo sur le secteur Tournesy. Des gens de la SNCF qui sont allés sécuriser les locaux et quand ils sont arrivés, ils ont vu à l'intérieur d'un local donc, qui était fermé des plants de cannabis. Voilà, donc ils nous ont donné l'information et on va vérifier. Les limiers de la brigade des stupes s'attendent à découvrir quelques plants cultivés par un simple consommateur. Mais ils vont être surpris. La planque est idéalement située pas loin du centre-ville sur un terrain vague de la SNCF, tout près des voies de chemin de fer. C'est dans ce cabanon que les cheminots auraient aperçu du cannabis. Aujourd'hui, ce local, qui a l'air à l'abandon, est effectivement solidement verrouillé. Les policiers devront s'y reprendre à plusieurs reprises. Une fois à l'intérieur, ils ne vont pas être déçus. 1, 2, 3 chambres pour la culture du cannabis. Ça sent, il y a l'odeur. Ça, c'est la première chambre de pouce. Voilà. Donc, ça commence par là, et quand ça monte, ils changent, ils les mettent dans d'autres endroits. Des chambres de culture dotées d'un système d'aération très performant. Je pense que là, il y a un peu plus de 100 plans, ouais, il y a à peu près une centaine de plans. Voilà, donc ça peut rapporter beaucoup d'argent. Les plants avec le système avec pompe, etc. pour l'irrigation directe des plants. Ensuite, il y a besoin de chaleur et de lumière, donc ça tourne en permanence. Ce sont des lampes super puissantes. Hein. Donc du coup, il faut quand même un système électrique assez sophistiqué, bien monté pour pas que ça prenne le feu, etc. Et ensuite, il y a les aérations avec des filtres. En fait, ça repart sur les côtés. Hein, on voit les 3 chambres sont reliées. Ça renvoie ce petit filtre avant pour pas qu'il y ait l'odeur de cannabis qui s'étale de partout tout autour, pour rester discret. Quoi. Non, c'est bien monté, c'est bien fait. Hein. Des comme ça, on en fait, mais c'est quand même assez rare. Le réseau qui cultive ce cannabis semble bien organisé. Pour preuve, au départ, ce local n'avait pas d'électricité. Je ne sais pas où ils prennent l'électricité, mais ils y vont. Hein. Il est là, voilà, il passe ici. Tu prends des photos On prend des photos ouais, pour après les voir dans la procédure. Si on nous demande, on nous dit mais pourquoi vous êtes allé jusque là-bas, parce qu'en fait on a suivi juste simplement le fil. À l'image d'un jeu de piste en forêt, Thierry se met à suivre le câble électrique. Après une vingtaine de mètres, apparaît une autre maison qui semble inhabitée. La brigade des stupes va y faire une drôle de découverte. Bonjour, police s'il vous plaît, vous venez nous ouvrir. Ouvrez la grille. La police. Ok. Allez, tout de suite. Oh. Pose ça, tu poses ça. Viens. Tu ouvres, donne les clés.
Pour faire croire que la maison est inoccupée, ses occupants s'étaient enfermés de l'extérieur. Ils ont tout fait pour ne pas attirer l'attention. Au total, les policiers vont déloger 3 individus originaires des pays de l'Est. Les policiers sont à la recherche de tout indice qui confirmerait l'existence d'un réseau. C'est un vrai squat. C'est un local qui appartient à la SNCF et qui est squatté, mais très bien squatté parce qu'ils ont tout, l'électricité apparemment. Tout est parfait. Ils étaient prêts à manger. Donc on va voir. On va voir un peu. Alors ça c'est sûr, déjà ils sont consommateurs. Et après ça on verra tout à l'heure, on va laisser travailler le... On va pas trop perturber tout, on va laisser travailler le chien qui lui va nous dire s'il y a quelque chose ou pas. Alors, t'as des papiers ou pas? Ouais. Il y a combien de temps que t'es là? Ici en France? Ouais. Depuis 9-10 ans. 9-10 ans. Et ta petite maison là-bas, il y a combien de temps que tu l'as montée? Je sais pas, moi, il y a 6-7 mois. 6-7 mois? T'as du matériel, t'as investi combien en argent maintenant? Rien, c'est tout ça. De la récup. Ouais, franchement, les lampes, les trucs, c'est pas de la récup. C'est au tour de Foul, la star de la brigade, d'entrer en action. Un chien renifleur capable de débusquer cocaïne, héroïne, cannabis. S'il y a un stock de drogue planqué dans la maison, il ne devrait pas lui échapper. Allez. Ouais. Allez. Très bien. Foul a fait mouche. Donc là, ça nous appelle. C'est de l'herbe. C'est pour ça que le chien s'est excité comme un fou parce que l'odeur elle est quand même assez forte. C'est bien caractéristique. Voilà. Une première prise et à quelques mètres de là, Foul récidive. C'est l'herbe séchée, c'est ce qui se revend, c'est ce qui se fume. C'est bon à la consommation. Monsieur, c'est à vous ça? Monsieur à moi. Hein? Monsieur à moi. C'est à vous ça? Le dealer doit être bien connu à Montpellier, car pour répondre à la demande, il a bricolé des plantations supplémentaires jusque dans les penderies. Voilà. Une chambre de plus. Il a dû commencer petit, on va dire. Il a dû revendre un peu, il a fait un peu d'argent. Et avec l'argent, petit à petit, il a monté ses plantations un peu partout. C'est une belle affaire de cannabis. Je peux te faire tomber en trafic de stupéfiants là? Non. Si? Ah, c'est moi qui te le dis. Ah, vous pouvez accuser, mais ouais. qu'est-ce qu'il dit le juge? Ça veut dire, oui voilà, ça veut dire que 4 jours de garde à vue. Je passe plus de fois à prison, monsieur. Comment? Je passe plus au prison, monsieur. Où ça? Dans lequel de prison interdit? Villeneuve. Toujours ici, dans le secteur là? Villeneuve, Aix-en-Provence, Nîmes, Mende, Villefort, Paris. Et t'es tombé pourquoi? Pour vol. Vol? Les policiers sont bel et bien tombés sur un gros poisson. Là? Tiens, petit pochon d'herbe dans son besoin. Pendant que la petite bande est interrogée dans la pièce d'à côté, les enquêteurs vont casser le matériel de culture, comme la loi l'exige. Là, je vais détruire le matériel qui permet de produire l'herbe. Donc, je vais casser les ampoules. Les policiers vont aussi faire une dernière découverte qui confirme l'existence d'un réseau bien structuré. Ils mettent la main sur une demi-douzaine de téléphones portables. Seuls les trafiquants en tout genre qui ne veulent pas qu'on identifie leurs appels et leurs revendeurs s'équipent d'autant de mobiles. Un signe qui ne trompe pas. Tiens, un autre. Aujourd'hui, Christophe fait main basse sur une centaine de plants de cannabis. Une belle prise. Et qui plus est, inattendue. Mais sur Montpellier, la brigade des stupes est habituée à beaucoup plus gros. Mais au prix d'investigations beaucoup plus risquées.
La région connaît en effet une recrudescence du trafic de drogue. Alors les policiers doivent travailler sur deux fronts. Dans le centre-ville, pour lutter contre les petits dealers qui fourmillent au coin des rues. Et sur les grands axes, pour s'attaquer aux gros trafiquants qui remontent du Maroc via l'Espagne à destination de tout le sud de la France. Seulement voilà, après la frontière ibérique, Montpellier est la première grande ville sur la route du trafic. La métropole est devenue une plaque tournante des grands réseaux de drogue. Et il y en a un sur lequel la brigade travaille depuis des semaines, une filière internationale de cannabis. Une enquête qui a commencé ici, dans un petit hôtel anodin, au bord de l'autoroute. Il y a quelques jours, Christophe et Thierry ont reçu un appel du directeur. Car une femme de ménage a fait une découverte surprenante dans la chambre 503. Cachés sous le matelas, pas moins de 11 téléphones portables. Si, voilà. Juste là, posé en dessous. Voilà. Donc la femme de ménage est arrivée, elle a eu la surprise de les trouver. Voilà, au-dessus. D'accord. C'est quoi la première réaction quand on tombe là-dessus? C'est pas normal. C'est clair qu'il y a un truc qui est pas logique. On regarde, les téléphones a priori servent, donc sont en fonction. Pour les policiers, certainement un trafiquant est plutôt du genre gros bonnet. Dans les stupes, plus on a de portables, plus on a de contacts à dissimuler. Et plus le réseau est important. Alors, ils veulent tout de suite savoir à qui ils ont affaire. Et on va aller voir que c'est des caméras. On va aller voir si on peut avoir un peu d'image. Les véhicules, la tête des gens, regarder, connaître un peu au niveau de la réception, s'ils l'ont déjà vu, si c'est la première fois. Photos, films, tout ce qui va pouvoir nous intéresser dans l'enquête. Les investigations commencent. Christophe et Thierry vont se concentrer sur les 11 mystérieux portables. Il faut les faire parler, c'est-à-dire décrypter les données stockées dans leur mémoire. Voilà. Des boîtiers. On a 3 modèles pour les 11 téléphones qui sont tous sensiblement identiques. On va les mettre en route. Et après, on va analyser le contenu du boîtier et le contenu de la puce. Les portables sont souvent à l'origine de très belles affaires de stupes. Voilà pourquoi la brigade de Christophe dispose d'un outil précieux. Une mallette bourrée d'électronique. À l'intérieur, des dizaines de branchements. Et surtout un logiciel digne de James Bond. Il permet de décrypter tous les appels reçus et passés. C'est du matériel haut de gamme, hein. Et quelques-uns en bénéficient. Moi, j'en ai un dédié au niveau stup, puisque c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Il s'attaque au premier portable. Et en quelques secondes, le logiciel affiche toutes les communications conservées en mémoire. On a un journal d'appel du téléphone. En fait, là, on s'aperçoit qu'il n'y a que 3 interlocuteurs, que le téléphone il a fonctionné que pendant 2 jours. 2 jours qui permettent déjà de recenser à gauche les numéros, à droite la date et les heures des communications. Ou plus intéressant encore, au centre, les SMS échangés entre les utilisateurs. On a quelques SMS qui restent. Ce boîtier-là reçoit des appels d'un numéro espagnol. Et le SMS, voilà. Envoie-moi le numéro de X, au cas où. Ensuite, c'est OK, j'ai ralenti. Après, c'est OK, c'est bon. Après, OK. Première information, ce sont des téléphones de travail qui ont été essentiellement utilisés par des automobilistes en train de conduire. Et le plus souvent en Espagne. Christophe va tomber sur des SMS plus troublants encore. Ouais, là, ça devient intéressant. Il faut que tu me laisses une voiture. Il y a combien tu as vérifié? Là, on parle de quoi? Ah ben là, c'est du produit. Pour moi, c'est du stup. Alors, après, sur quel produit on est? Est-ce qu'on est sur de la résine de cannabis? Est-ce qu'on est sur de la cocaïne? Bon, transitant par l'Espagne, il y a une plus forte probabilité que ce soit de la résine de cannabis, mais ça peut aussi bien de la cocaïne aussi, on en a. On a le numéro espagnol, les numéros marocains, les numéros français. Il y a peut-être de grandes chances que ce soit parti du Maroc, l'Espagne et la France, quoi. Au fil des minutes, les téléphones révèlent un réseau de transporteurs de drogue.
particulièrement prudents. Pour communiquer, ils n'utilisent pas d'abonnement avec nom et adresse, mais des cartes prépayées et des recharges qui leur garantissent l'anonymat. En étudiant les SMS de plus près, Christophe découvre que les automobilistes roulent en cortège et chaque voiture a un rôle bien précis. C'est une voiture ouvreuse. Il y a de fortes probabilités que les téléphones en fait, aient très peu d'interlocuteurs les uns avec les autres, un ou deux au maximum. Et celui-ci était utilisé par quelqu'un qui était sur la voiture ouvreuse. C'est un go fast. Le go fast, c'est une façon de transporter la drogue qui a explosé ces dernières années. Un convoi de 3 véhicules conduit à très grande vitesse sur autoroute. Le premier sert d'éclaireur pour repérer tout contrôle de police, c'est la voiture ouvreuse. Celui du milieu transporte la cargaison et un troisième ferme la marche pour protéger les arrières du convoi. La voiture qui transporte la cargaison est généralement chargée à bloc. Ces convois partent du Maroc, un des plus gros producteurs de cannabis. Les go fast remontent ensuite à toute vitesse l'Espagne par les autoroutes et font étape à Montpellier, premier centre de livraison pour les grossistes de la région. Grâce au portable, Thierry et Christophe viennent de lever un très gros lièvre et ils vont dénicher une autre information qui va les mener encore plus loin. Les policiers ont de la chance, l'hôtel où ils ont trouvé les portables est sous vidéosurveillance. Ils pourraient donc identifier le propriétaire des 11 téléphones. Une caméra filme la réception, là où les clients prennent possession de la carte magnétique qui ouvre leur chambre. Une carte qui enregistre l'heure d'arrivée. Les policiers savent que le client de la chambre 503 a été enregistré à 17h02. Ils scrutent la vidéo dans ce laps de temps et voici le suspect numéro 1. Là, on a notre star, notre objectif. C'est la première fois qu'on arrive à mettre un visage. C'est sérieux, parce que là, il passe bien, il passe comme un bon touriste, la petite pochette, le sac à la main, le journal, propre sur lui. Bon, il attire pas forcément l'attention, quoi. Puis ils vont se concentrer sur une autre vidéo, celle du parking, pour repérer sa voiture qui a dû arriver quelques minutes auparavant. Ils recherchent une grosse cylindrée, immatriculée à l'étranger, comme c'est souvent le cas pour les go fast. On va regarder ça. Et bingo. C'est l'arrivée d'une Mercedes classe R. Ça, c'est un véhicule R63 AMG, c'est hyper puissant. C'est suffisamment gros pour pouvoir mettre beaucoup de quantité de produits à l'intérieur. Vite surteinté à l'arrière pour pas voir les ballots, etc. qui sont cachés. Comme ça, pour faire un go fast, par exemple, c'est parfait. Pour le transport, c'est impeccable. On va regarder. Mais les enquêteurs ne vont pas s'arrêter là. S'ils ont bien affaire à un go fast, ils devraient voir arriver un ou deux autres véhicules d'accompagnement. Alors, en visionnant les vidéos suivantes, ils voient débarquer sur le parking encore une voiture qui a le profil. Audi A3 en S, S3, je crois. Ouais. S3, c'est une S. C'est une voiture puissante, ça. Vu le gabarit de la voiture, ils ne mettent pas énormément de quantité à l'intérieur. Donc, dans le scénario, pour nous, celle-là, elle sert plutôt d'ouvreuse. C'est là où c'est intéressant pour nous. Parce qu'on arrive à cibler une deuxième voiture. Il en manque une, la voiture de sécurité, celle qui assure les arrières du cortège. Les policiers repèrent quelques minutes plus tard cette berline noire, elle aussi en plaque étrangère. Le convoi est au complet. Dans le hall, l'horaire d'arrivée correspond à ces individus descendus des derniers véhicules. Bon, ils étaient deux dans le véhicule qu'on les voit arriver tout à l'heure. Bon, pareil, hein, bon touriste, mais sérieux, propre, voilà. Ils mettent rien en évidence, hein, ils sont, c'est intelligent en fait, voilà. On voit rien sur l'extérieur. C'est pas des signes extérieurs de richesse. D'après les enquêteurs, ces faux touristes ne devaient pas transporter de drogue. Sinon, ils n'auraient pas pris le risque de laisser toute la nuit leur voiture sur le parking. Il pourrait donc s'agir des préparatifs d'un convoi qui part s'approvisionner. Et les soupçons des policiers vont se confirmer. Grâce à la vidéo, ils ont les visages des suspects. Et grâce à la réception, ils ont leur nom. Mais surprise, en recherchant dans le fichier des passeports, aucune trace. Ils ont donné des fausses identités. Des téléphones portables en pagaille. Des voyageurs qui camouflent leur nom. Des voitures de grosses cylindrées. Plus de doute,
Un go fast est bien parti chercher une grosse quantité de stupéfiants en Espagne ou au Maroc. Reste à savoir quand il va remonter à Montpellier. Et c'est là que les problèmes vont commencer pour les policiers. Car il n'y a pas plus dangereux à suivre et à intercepter qu'un convoi de go fast. Christophe sait de quoi il parle. Il en a déjà 8 à son actif, rien que sur Montpellier. La suite de l'enquête ne va pas être de tout repos. Il suffit de suivre le policier à la fourrière de la ville pour s'en rendre compte. C'est là que sont stockées la plupart des voitures saisies par la brigade des stupes. Des véhicules de dur à cuire. Une fausse plaque remise dessus. Et la vraie plaque, en fait, ils n'ont pas eu le temps de l'enlever. Alors d'habitude, ils enlèvent celle d'en dessous quand même. Hein. Ils ont simplement rifté, percé, re-rifté dessus. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas movibles. Nous, c'est aussi un moyen de voir. Parce que s'ils mettent les plaques d'immatriculation qui tiennent avec des vis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ce sont des vrais rivets. Avec ces fausses plaques, impossible de remonter jusqu'au propriétaire. Et en cas de photo prise par un radar, il ne risque rien. Pour dissimuler la drogue, les trafiquants sont très inventifs. Christophe a failli ne jamais trouver la cache de cette berline. Celle-là, elle était aménagée. 11 kilos d'héroïne. On a procédé à l'interpellation l'année dernière. Dedans, on savait qu'il y avait un retour de produits. Et en fait, on n'arrivait pas à le trouver. Après 24 heures de fouilles, ils ont enfin percé le mystère. L'héroïne était camouflée entre la banquette et le coffre de la voiture, juste ici, sous la plage arrière, suivant un ingénieux système. Et ils les avaient pendus avec des fils pour pouvoir le cacher, quoi. Mais il y a encore plus surprenant avec ce break. La cache est découpée en dessous, dans la partie basse du véhicule. Ils avaient emménagé une trappe. À l'intérieur de la trappe, ça fait un tunnel. Et à l'intérieur, ils avaient mis tous les pains d'héroïne, avec de grands élastiques pour pouvoir les récupérer par la suite, pour pouvoir les tirer comme ça en ouvrant la trappe comme ça, même là on voyait rien du tout. Mais bon, notre chien a marqué fortement, on voit encore les traces des griffes. Le chien a vraiment marqué à cet endroit-là, donc bon, on s'est un peu plus inquiété, c'est comme ça qu'on a trouvé la plante. Quoi. Là, par exemple, sur ce genre de véhicule, si vous les prenez en chasse, poursuite. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'on essaye de ne pas être trop au contact. On essaye, à la mesure du possible, hein, de ne pas avoir de filature à faire juste avant l'interpellation là-dessus. Parce que là, avec ce véhicule-là, c'est super puissant. Bon, bah nous, avec nos véhicules, on ne pourra pas suivre. Hein. Et puis on ne prendra pas les risques sans doute qu'ils vont prendre. Et puis on va surtout pas faire prendre des risques aux gens autour de nous. Donc on n'arrivera pas à les suivre. Trop dangereux pour les prendre en filature. Alors comment Christophe va-t-il s'y prendre pour traquer le go fast qui est parti de l'hôtel en direction de l'Espagne ou du Maroc et qui va bientôt revenir sur Montpellier? Les enquêteurs vont exploiter un élément qui trahit ces convois de stupéfiants, leur vitesse. Ils roulent à tombeau ouvert. Avec un peu de chance, les voitures de l'hôtel ont pu être flashées par des radars. Voilà l'astuce des policiers pour les tracer. Thierry a donc communiqué les immatriculations des véhicules suspectés au centre, qui reçoit toutes les photos des voitures flashées ces derniers jours. Et 48 heures plus tard, une des 3 voitures a été repérée. Elle a bien été radarisée à un endroit stratégique, la frontière espagnole qu'elle a franchie à une vitesse folle. Il s'agit de la berline noire du parking de l'hôtel. C'est l'Audi qui roulait à 232 km/h. Donc là, il faut savoir qu'un go fast, ça ne s'arrête jamais. Ça percute, ça passe, ou ça passe pas, mais ça tente toujours, ça force toujours le passage. Seul problème, si les radars permettent de retracer les itinéraires des go fast, les policiers ont toujours un temps de retard sur eux. Toute la question est de savoir maintenant quand le convoi est parti de l'hôtel pour l'Espagne et quand il va remonter à Montpellier avec la drogue. Au commissariat, Christophe est persuadé que les 11 portables de travail des trafiquants n'ont pas livré tous leurs secrets. Il va donc passer des jours à les décrypter. Et au bout d'une semaine, ce téléphone va livrer une information capitale. Parmi les milliers de numéros reçus et enregistrés dans sa mémoire, aucun n'est identifiable, sauf un. Un seul petit appel qui va faire basculer l'enquête. Car le correspondant a commis une erreur, il l'a appelé de son mobile personnel. On a aussi réussi à identifier
un des détenteurs de téléphone. Quelques petites erreurs de téléphonie qui ont été faites. Donc, erreur qu'on a réussi à trouver. Et ça nous a permis de remonter sur un des individus. Le mystérieux correspondant est en fait une femme. C'est elle qui a commis l'erreur de téléphoner depuis son mobile personnel identifiable. Voilà pourquoi Christophe a retrouvé son numéro sur un des 11 portables. Et cette femme n'est pas n'importe qui. Elle est mariée à un individu de 33 ans, déjà fiché par les services de police pour braquage à l'explosif. En découvrant sa photo, Christophe fait tout de suite le rapprochement avec le suspect en t-shirt blanc, filmé à l'hôtel. Il tient enfin le nom du suspect numéro 1, et il va pouvoir le placer sur écoute si le magistrat qui suit l'enquête lui donne l'autorisation. Ça. Alors, on aurait besoin de mettre une ligne sur écoute. On peut vous faxer le... Oh, c'est nickel. Gentil, merci. Au revoir. Christophe et Thierry vont pouvoir écouter l'homme au t-shirt blanc, mais mieux encore, suivre tous ses déplacements. Il n'y a plus qu'à attendre. Sur son ordinateur, il dispose d'un logiciel de géolocalisation. Quand le portable d'un trafiquant est allumé, il transmet aux antennes relais sa position en temps réel, comme un GPS. Les téléphones sur écoute sont alors identifiés par un petit logo jaune. Et subitement, le signal du portable de l'homme au t-shirt blanc réapparaît. Il vient d'être localisé dans une rue de Montpellier. Le trafiquant est donc de retour en ville. S'il a remonté de la drogue, Christophe doit mettre la main dessus avant qu'elle ne soit disséminée aux revendeurs. Ouais, Christophe de Thierry, rue André René, en direction Port. Ouais, suivi, hein, je suis en train de faire le tour là, pour essayer de passer devant. Au bout de la radio, c'est Thierry. Il est resté au commissariat pour guider Christophe. Devant son ordinateur, il suit la position du portable du trafiquant qui se déplace en voiture. Ah, j'ai fait toute l'avenue de Palavas, jusqu'en bas sur le rond-point près d'Arène. Pour l'instant, j'ai pas un ticket. Ouais, ils sont dans mon dos alors, ils sont encore en haut, ok, merci. L'intérêt, c'est d'avoir, essayer de faire des photos, essayer de voir un peu ce qu'ils font, quoi, où ils tournent, dans quel endroit ils rentrent. Objectif, retrouver la cargaison le plus vite possible et sans se faire repérer. Pour l'instant, ça sert à rien d'être trop dessus, puisqu'on n'est pas en phase d'interpelle, hein, on est juste en phase de surveillance. On reste en zone urbaine, donc c'est pas la peine de se faire voir, c'est pas le moment. Grâce aux indications de Thierry, Christophe retrouve enfin le véhicule. Surprise, c'est un 4x4, une voiture inconnue de la brigade jusqu'ici. Ouais, de Christophe, hein, je crois que j'ai la voiture, hein, elle est posée dans le prolongement perpendiculaire Rabelais, en face de la rue Adolphe Mion. Pas à 0 km/h, donc elle bouge pas. Il n'y a personne au volant pour l'instant, je suis au rétro là. Ce qui l'intrigue, c'est qu'elle ne correspond pas à une des 3 voitures repérées à l'hôtel. Les questions se bousculent dans sa tête. On l'avait sur les écoutes, on savait qu'il allait y avoir quelque chose, qu'il allait y avoir une remontée. Alors est-ce que là il est en train de préparer, est-ce qu'il reprend les contacts, est-ce qu'il prépare un autre véhicule? Est-ce qu'il est en train de restructurer son équipe? C'est possible aussi. Donc à voir, c'est l'intérêt de le suivre. Ouais, Christophe de Thierry, toujours au même endroit? Ah ouais, ça bouge pas. Hein. Si la voiture repart, il le saura grâce à la géolocalisation du portable. Il décide donc de lever la surveillance. Et effectivement, le lendemain, le 4x4 n'est plus garé au même endroit. Le portable du trafiquant indique un immeuble résidentiel avec parking souterrain. Le chef des stupes décide de s'y rendre pour récupérer un maximum d'informations sur ce nouveau véhicule. Le 4x4 est bien là, tout au fond du parking. Christophe doit faire vite, car le trafiquant peut redescendre à tout moment. Comme il ne peut pas se fier aux plaques d'immatriculation, souvent fausses,
il photographie le numéro de la vignette d'assurance. C'est l'unique chance pour lui de récupérer quelques indices sur le trafiquant. J'ai pris les références de l'assurance du véhicule. Peut-être qu'il y a plusieurs chauffeurs qui sont déclarés, bon, ils s'en foutent. À mon avis, ils s'en moquent. Hein. À partir du moment où il y a une assurance, il y a une assurance. Mais ce qu'on sait, nous, de manière certaine, c'est que ce qui est marqué sur la plaque d'immatriculation et les véritables utilisateurs du véhicule, ça n'a rien à voir. Donc peut-être que l'assurance, elle, au moins, elle est bonne. Donc on va voir ça. De retour au commissariat, la priorité de Christophe, c'est donc d'appeler la compagnie d'assurance pour en savoir un peu plus sur le 4x4. Oui, bonjour madame, monsieur capitaine de police à la brigade des stupes à Montpellier. Je me permets de vous appeler, je cherche à avoir des renseignements à partir d'un numéro de contrat. J'ai noté le numéro 57, Q comme Québec. Pour vous, ça ne correspond à rien. Bon. Merci madame, au revoir. Chou blanc, mais plus le 4x4 est mystérieux, plus l'appétit de Christophe est aiguisé. C'est un faux. Bon, de toute façon, c'est facile à faire hein, sur Internet. Une feuille verte et une impression, et puis voilà. Ça montre que le véhicule, et ils essayent de le maquiller, entre guillemets, le plus possible. En tout cas, le rendre le plus inerte, neutre possible. Quoi. Mais en même temps, moins le véhicule est en règle, et plus je suis content. Parce que plus le véhicule a de fortes chances de faire partie d'un convoi. Quoi. À ce stade de l'enquête, Christophe a placé sous surveillance les 3 voitures repérées à l'hôtel, plus le gros 4x4 du suspect numéro 1. Reste une question essentielle, une de ces voitures a-t-elle remonté du cannabis? Pour en savoir plus, les policiers misent tout sur les écoutes téléphoniques du suspect numéro 1, l'homme au t-shirt blanc identifié à l'hôtel. Ils veulent savoir s'il est en contact avec d'autres trafiquants de Montpellier, afin d'écouler un arrivage de stupéfiants. Les téléphones des dealers de la ville sont sous haute surveillance. Et 3 jours plus tard, c'est Thierry qui intercepte une information capitale lors d'une conversation téléphonique. Voilà ce qu'il a appris. D'après ce qu'on a sur les interceptions, on sait que le produit est en attente ici pour être dispatché très rapidement. Notamment un client qui a appelé hier là, et qui, après palabre au téléphone, voudrait prendre pratiquement toute la commande, tout ce qui était remonté. On serait sur une dizaine ou une quinzaine de sacs. Alors après, les sacs, on en a eu à 10 kg, on a eu des sacs à 30 kg, on ne sait pas exactement. Les policiers ont intercepté 2 informations clés. Une grosse cargaison de 300 kg de cannabis serait arrivée à Montpellier. Et pour tromper les enquêteurs, elle ne serait pas convoyée à bord des grosses cylindrées habituelles, mais dans une ou 2 Peugeot 307 comme celle-ci, beaucoup plus discrètes. Le problème pour Christophe, c'est donc de localiser ces véhicules. Il faut qu'on arrive à trouver les voitures, il faut qu'on arrive à trouver les points et essayer de cibler les endroits où le produit peut être... parce que le produit est en attente là. Donc on va faire tous les points qu'on connaît hein, sur le dossier et on va tous se dispatcher, essayer de lever soit une voiture, soit un individu, soit... on va voir. Pour trouver la drogue, ils réquisitionnent toute la brigade. 15 policiers vont ratisser la ville. Christophe décide aussi de placer sous surveillance tous les quartiers connus pour écouler du cannabis. Il y en a 5, c'est peut-être dans l'un d'entre eux que la livraison va se dérouler. Sur celle-ci, rue Bringuier, ok, et sur celle-ci au Petit Bar. D'accord. Bon, pour ça en moto, c'est passable. Ouais. C'est juste voir si tu lèves la caisse. Hein. D'accord. Lolo, Alex, est-ce que vous pouvez faire les vérifs? C'est juste un passage, hein, rue Uppsala et rue de l'Aide. Et moi, je monte à Saint-Georges. Et surtout, Christophe va faire appel à ses indicateurs. Il en a dans toutes les cités sensibles, comme celle où il se rend cet après-midi. Ouais, c'est vraiment un petit village à la sortie de Montpellier. Donc en fait là, c'est parfait hein, pour venir se planquer, c'est vraiment nickel. Une résidence tranquille et à l'écart de la ville. D'après ses enquêtes passées, Christophe sait que des trafiquants louent régulièrement ici un petit appartement. Serait-il intéressé par la cargaison de cannabis? Le policier va inspecter l'immense parking pour voir s'il ne repère pas la Peugeot 307 qu'il recherche.
Là, a priori, ils sont pas revenus ici. A priori, non. Aucune trace du véhicule. Alors il décide d'aller interroger discrètement son informateur, un occupant de l'immeuble qui renseigne les policiers sur la présence des dealers. Pour le protéger, Christophe ne veut pas qu'on l'accompagne. Bonjour, comment allez-vous? Bien. C'est moi. J'ai une nouvelle, voir s'ils sont revenus. Alors attendez, ils sont plus dans l'appart. Depuis quand ils ont... Alors depuis une semaine, une grosse semaine. Ils sont venus chercher leurs affaires, d'accord. Et ils sont partis, rapido. Mauvaise pioche pour Christophe. Bam bam. Ils ont rendu l'appart. La livraison ne se fera pas ici. Il faut donc cibler les autres quartiers. Elles peuvent être là-bas, elles peuvent être que là-bas. Ils seront bien cachés, ils seront tranquilles. Je pense que si les véhicules sont là et qu'on a un peu de monde, on fera des interpellations. En début de soirée, tous les policiers de la brigade sont en planque, dans 3 cités comme celle-ci. Seulement voilà, si la brigade des stupes a ciblé des points de livraison, elle n'a aucune indication sur la date. L'attente peut être très longue. Mais 5 heures plus tard, vers 22 h, au commissariat, les événements se précipitent. Christophe vient d'avoir l'information. Un policier en planque a vu débarquer la 307 Peugeot, accompagné d'une fourgonnette. 3 hommes ont déchargé plusieurs sacs, sûrement la fameuse cargaison. Si la drogue est arrivée, il faut surprendre la livraison en flagrant délit pour arrêter aussi bien les trafiquants que les revendeurs. Les collègues sur place ont vu un véhicule et nos objectifs allaient au véhicule pour décharger de la marchandise. Il y a combien à peu près de produits? Je sais pas, entre 100 et 200 kilos, je sais pas. Et ça représente beaucoup d'argent. Donc les éponges, ils vont pas avoir envie de le perdre non plus. Ça sera une double motivation pour eux pour pas se laisser interpeller. Après, est-ce qu'ils ont des armes? Est-ce qu'on sait pas, hein. L'opération pourrait être très risquée. Les stupes vont devoir surveiller l'immeuble où se cachent les trafiquants. Pour être discret, Christophe s'y rend en sous-marin, un camion banalisé que nous n'avons pas le droit de filmer de l'extérieur. Il va falloir couper, on arrive sur place. À son arrivée, Christophe récupère discrètement Laurent, son collègue. C'est lui qui a vu la 307 et les 2 hommes décharger la marchandise. Il sait exactement où garer le camion pour que rien ne leur échappe. La 307, elle doit être par là. Par contre, il faudra faire gaffe, c'est parce qu'au 3-4e étage, il y a des mecs en permanence qui sortent fumer des clopes. Mais surtout, le policier a repéré un drôle de manège. La cargaison a été divisée en 2. Une partie a été livrée dans cet immeuble, l'autre moitié chargée dans une fourgonnette blanche qui est repartie aussitôt. Le partage s'est fait un peu dans la panique. Ils sortaient les ballots. Et en plus, faire des catégories, ils s'en mêlaient, ils ne savaient pas lesquels il fallait prendre en premier. C'était où? Après, il était là, et moi j'étais caché dans la voiture. Ouais, t'es tout près. Une partie des trafiquants est toujours dans l'immeuble. Ils attendent peut-être un gros revendeur qui viendrait s'approvisionner. La planque peut durer jusqu'au petit matin, alors Christophe organise les tours de garde. Je vais ramener l'autre voiture. Comme ça, tout le monde aura une caisse. Et il restera la Zara pour les autres quand ils vont arriver. Et comme ça, on fera des roulements souples pour aller dormir dans les bagnoles. Christophe part se positionner dans une autre voiture. C'est Laurent qui va diriger la surveillance depuis le fameux sous-marin. Pour tout observer sans être vu, il dispose de 6 caméras. Sur ces écrans, il peut suivre tous les déplacements sur le parking. Et il informe Christophe par téléphone à chaque mouvement suspect. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il y a des jeunes qui passent. Et qui rentrent dans l'allée. On dirait que c'est toujours le même en plus. Pas bon signe. Ce pourrait être des guetteurs au service des dealers de la cité. Puis subitement, c'est l'alerte. La Peugeot 307 qui a acheminé la drogue jusqu'à Montpellier a filé à l'anglaise sous les yeux de Laurent.
Il y a une 307 qui est partie, mais je sais pas si c'est la nôtre ou pas. Non, c'est bien lui qui est parti, c'est ce qui me semblait. Mais il est passé tellement vite que j'ai pas vu la plaque. Je sais pas ce qu'ils font les autres, mais c'est pas bon. C'est une 307 qui est passée. Pour tenter de comprendre ce qui vient d'arriver, il appelle le commissariat. Les écoutes téléphoniques suivies en direct vont apporter aux policiers une très mauvaise nouvelle. Les dealers ont repéré des voitures banalisées en planque. D'accord, moi je vais les faire partir. Et nous dans la cuve, ils nous ont pas levés. Laurent, dans son sous-marin, n'a pas été démasqué. Il prévient immédiatement Christophe. Vous, en sortant, il y a la 307 qui est sortie, et ils ont eu un coup de chaud, en partant. La 307 a donc quitté la cité parce que des guetteurs ont repéré le dispositif. La drogue est-elle toujours dans l'immeuble? Il faut passer à l'action. Les policiers signalent la 307 grise et la camionnette blanche à toutes les patrouilles. Premier rebondissement, le conducteur de la 307 est arrêté. Un personnage important, c'est lui qui aurait convoyé la drogue depuis l'Espagne. Il est ramené à la cité, où il est locataire d'un appartement. Pendant ce temps-là, Christophe est arrivé avec des renforts. Il veut immédiatement perquisitionner le logement du suspect. De grandes chances qu'une partie de la drogue s'y trouve, mais le conducteur refuse de donner les clés. Il va falloir passer en force. On laisse passer le chien. Avec Foul, qui est toujours de la partie. Il faut se dire qu'il décale, on décale. Allez, au-dessus. Allez, ça sera. Oui. Il n'est pas fermé. Pas fermé, pas fermé. Assiette. Bravo. Allez, c'est bon pour moi. Personne dans l'appartement. Les policiers font monter le chauffeur de la voiture, mais il n'est toujours pas très coopératif. Christophe est persuadé qu'une partie de la drogue est cachée ici. Alors Foul, le chien renifleur, se donne à fond. Mais ni le chien ni les policiers ne trouvent la moindre trace suspecte. Et l'homme interpellé, toujours muet, ne semble pas disposé à les aider. Tendu, il est bien tendu, mais il n'y a rien. Et il ne nous aidera pas, hein. De toute façon, c'est pas son attaque. Les policiers retournent tout dans les chambres. Mais au bout de 20 minutes, il faut se rendre à l'évidence, rien dans l'appartement. Christophe va devoir élargir les recherches. Il y a une cave ou un autre appart? C'est sûr que c'est là, mais... Il va falloir s'attaquer à tout l'immeuble, à commencer par les combles qui pourraient servir de dépôt à la petite bande. Au même moment, une autre équipe part inspecter la cave. Avec le chauffeur, toujours muet comme une carpe. Toujours pas de cannabis, Christophe en perd son latin. On est certain qu'il n'est pas sorti, puisqu'à partir du moment où on l'a vu rentrer, donc si c'est pas au domicile, on ne trouve pas dans les caves, c'est peut-être chez quelqu'un qui connaît, hein. C'est ce qu'on appelle une nourrice, donc à nous de trouver. Si le chauffeur reste muet, le policier devra fouiller les 35 appartements de l'immeuble. Une opération exceptionnelle qui va faire du bruit et des mécontents parmi les locataires. Surtout s'il faut défoncer les portes. Pour que tout se fasse dans les règles, Christophe a besoin de l'autorisation du juge qui suit l'enquête. À cette heure tardive, le document est impossible à récupérer. L'opération de la dernière chance est donc remise à demain matin. L'immeuble va rester toute la nuit sous la surveillance d'une équipe de policiers. Au commissariat, la brigade pense qu'il y aurait encore un moyen d'éviter la perquisition des 35 appartements. Faire parler le chauffeur de la 307. C'est Laurent, le policier qui a planqué toute la nuit dans le sous-marin
qui est chargé de cette mission. Tu restes avec moi. Laurent espère débusquer des indices dans sa voiture. Et première trouvaille, des photos, dont celle-ci, montrant un jeune homme en train d'utiliser une mitraillette. Peut-être un membre de la bande. Je connais pas. Je n'ai pas dit que c'était toi, je te demande qui c'est. Tu comprends? Je formule une question. Okay. Qui c'est? Je sais pas. Voilà. Mais Laurent va faire une découverte bien plus intéressante. Voilà. L'objet est à peine caché sous le fauteuil. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Une radio. C'est une radio. D'accord. Je pense pas que ce soit une radio. C'est à toi ça? Ouais. Ça c'est à toi? Ouais. D'accord. Je le garde. En reconnaissant que l'appareil lui appartient, le chauffeur de la 307 vient de commettre une première erreur. Et Laurent va le laisser s'enfoncer. Allez, arrêtons le cinéma. C'est une radio. Ça c'est une radio, d'accord. Comment on écoute la radio là-dessus? Je sais pas, c'est pour mieux capter la radio ça. Non, c'est pas pour mieux capter la radio. Tu viens de me dire que c'est une radio. Ouais, c'est comme une radio. Donc, voilà, j'ai envie d'écouter la musique. Comment je fais là-dessus? Ben, vous allumez la radio. Ah. Et si j'allume la radio, ça va faire quoi? Puisque la radio elle passe directement par là. Ben, ça c'est pas une radio. Tu sais très bien ce que c'est. Je sais pas. Donc ça, je suis pas un technicien, mais je vais voir avec mes collègues qui s'occupent plus de ça, mais je pense que c'est un brouilleur d'ondes. Que ce soit pour les téléphones portables ou autre chose, c'est pour brouiller les ondes qu'on puisse pas les repérer ou les enregistrer ou quoi que ce soit. Un brouilleur d'ondes pour bloquer la géolocalisation des téléphones portables. Un équipement high-tech prisé de tous les chauffeurs de GoFast. Mais le suspect ne craque toujours pas. Alors Laurent cherche d'autres indices, des stupéfiants cachés ou des documents compromettants. C'est alors qu'il tombe sur le contrat d'assurance de la voiture, au nom d'un baron marocain de la drogue bien connu de la brigade des stupes. Le contrat d'assurance est au nom de l'objectif qui est au Maroc et qui dirige le trafic. Alors qu'il dit qu'il ne le connaît pas, bon ben c'est bête, il était dans son véhicule, c'est établi noir sur blanc. Des indices accablants, mais Laurent n'obtiendra rien du conducteur sur l'endroit où est cachée la drogue. Il semble trop craindre les représailles. Alors cet après-midi, la petite cité va se retrouver dans l'œil du cyclone. Les policiers jouent leur dernière carte. Christophe va perquisitionner les 35 appartements de l'immeuble. Bonjour. Si certains propriétaires sont absents, Christophe est autorisé par le juge à forcer les portes. Je prends le premier, on se répartit. Vous vous répartissez dans les étages. Je commence à taper aux portes pour voir s'il y a des gens qui sont là. Ceux qui sont là, eh ben, on leur dit, on fait. De toute façon, on fait tout. Étage par étage, chaque appartement est visité de fond en comble. Toujours en compagnie de Foule, l'indispensable chien renifleur. Porte après porte, une opération exceptionnelle, une première pour la brigade des stupes. Et quand personne ne répond, un serrurier réquisitionné par la police entre en action à coups de chignole. Les policiers espèrent tomber sur une nourrice, c'est-à-dire un appartement anodin utilisé par les trafiquants pour planquer leur cargaison sans se faire repérer. Mais toujours rien. Le serrurier va forcer une dizaine de portes. Les locataires auront une drôle de surprise à leur retour. Mais comme le veut la loi, ils seront intégralement remboursés par le ministère de la Justice. Il n'y a personne. Hein. Et comme en fait, il n'y a pas grand monde, c'est monsieur. Mais bon, il y a son fils, mais il n'y a jamais personne. Après des heures de fouille, une dernière porte à ouvrir. Et il y a un petit problème. Ça, c'est blindé compliqué, il y a pour le moment. La chignole ne sert plus à grand-chose. Impossible d'entrer sans défoncer la porte. L'opération peut prendre des heures. Alors pour éviter d'en arriver là, Christophe appelle le propriétaire. Est-ce que vous disposez des clés par exemple? Alors, je vous explique, on est en train de faire les perquisitions dans tout le bâtiment.
Donc il faut qu'on rentre dans l'appartement de votre fils. Hein. Donc je vous appelle parce que ça serait plus simple que si on avait les clés, si on pouvait avoir les clés pour rentrer. Faute de quoi, on a un serrurier avec nous, on va faire casser la porte. Sauf que comme elle est blindée, si vous voulez, ça va apporter beaucoup de dégâts. Donc bah ouais, c'est ce qu'on vient de nous dire. Comme vous voulez, hein. Sinon nous on va casser la porte. Hein. Je vous avise, je vous appelle. Maintenant, si vous voulez pas venir avec les clés, on va casser la porte. Si. Ah ben on verra bien, hein. On est dans le cadre d'une affaire judiciaire, donc il y a un moment ou un autre, la justice paiera, mais elle paiera quand elle voudra bien, quoi. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire au mieux avec les gens. Là il y en aura pour 1 500 € de réparation, quoi. Vous serez remboursé, mais un jour, je vous dis, c'est la justice. Hein. Ok, merci, à tout de suite, monsieur, on vous attend. Merci bien, au revoir. Le propriétaire a cédé. Vous ne voulez pas venir. Quand tu commences à parler du portefeuille, tout de suite, ça motive. Derrière cette porte, leur dernier espoir. Car dans les autres logements, les policiers n'ont trouvé aucune trace de drogue. Mais bon, apparemment, on ne trouve pas. Alors là, ils sont très forts. Parce que nous, on reste persuadés qu'il y a quelque chose ici, quoi. Le chef de la brigade des stupes appelle alors le commissariat. Il espère encore que Laurent aura obtenu des aveux du chauffeur de la 307. Est-ce que vous avez pu rediscuter 2 minutes avec l'autre, là? Il est toujours pareil ou il dit tout... Hein? Avec... Non, mais je sais bien, c'est juste pour savoir, parce on va voir Fini, nous, sur place, là, c'est juste s'il a quelque chose à nous dire sur l'appart. Ils ont regardé dans la 307, il y a un brouilleur de en dessous du siège. Un brouilleur, mais pas d'aveu. Entre-temps, le propriétaire de l'appartement à la porte blindée a ouvert aux policiers. Mais là encore, rien. Pour ici, c'est bon, il faut vérifier la terrasse. C'est réglé. Aucune trace des sacs dans le logement. Rien dans tout l'immeuble. Devant son commissaire venu spécialement pour l'opération, Christophe est pour le moins embarrassé. Bah, ils ont dû décharger, donc là je comprends pas, je sais pas. Ou alors est-ce qu'après ils ont plus passé, je sais pas. Écoutez, là, Il faut se rendre à l'évidence. La drogue a dû ressortir de l'immeuble sans que les policiers en planque cette nuit ne s'en rendent compte. On peut toujours avoir un loupé. Hein. Peut-être qu'il nous est passé sous le nez sans qu'on le voie, mais enfin, vu la quantité, ça me paraît difficile. D'autant que vraiment, on est resté sur place tout le long, donc je vois pas comment il a pu s'évaporer, quoi. Mais le lendemain matin, dans les couloirs du commissariat, l'ambiance est au beau fixe. Fred, ça te dérange pas, tu peux aller chercher le mec, nous attendre à la voiture, on descend tous. Il est avec toi, Fredon. Une bonne surprise attend les enquêteurs sur le parking de l'hôtel de police. C'est dans la camionnette, là. Une patrouille a enfin retrouvé la fameuse camionnette blanche, celle qui a emporté une partie de la cargaison. Alors, je veux voir sa tête. Leur suspect n'a toujours rien avoué. Ils espèrent enfin le faire craquer devant la camionnette. On t'explique maintenant, tu vois. On va arrêter de jouer comme des enfants. On n'est pas à la maternelle ni au lycée. On t'explique, tu me regardes quand je te parle. Quand on est correct, on regarde les gens. Je t'explique. Il y a des fonctionnaires de police, tu me regardes. Je regarde. Non, toi tu tournes la tête, tu me regardes pas. Il y a des fonctionnaires de police qui étaient à ton cul quand t'as déchargé de là-dedans. Tu peux me dire oui, tu peux me dire non. Nous, on le sait, on était là. Si tu veux mentir, mens. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dedans. Tu veux fermer ta gueule, faire le beau. Si on trouve du produit, tu me regardes. C'est toi qui passes pour la tête de pont. Et on va t'envoyer en détention à Bordeaux. T'as bien compris, ta famille ici, fini. À Bordeaux. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Soit t'es correct, soit tu joues au malin. Tu joues au malin, tu vas perdre. Le produit qu'il y a là, c'est pour ta gueule. Tu peux dire non. D'accord, c'est pas à toi, on sait bien. Maintenant, la seule chose, moi je vais l'écrire, c'est toi. T'as bien compris? Puisque tu mens depuis hier, nous on t'a vu sortir du camion, le produit ça sera à toi. C'est pas grave. Tu peux me dire ce que tu veux. Comme tu mens puisque t'étais pas dans le véhicule. Écoute-moi, tu mens parce que... Si, ça lui. Tu mens puisque t'étais pas dans le véhicule, tu nous l'as dit, nous on t'a vu en descendre. Tu mens parce que tu dis t'as pas sorti de sac, nous on t'a vu le faire. Alors t'as beau me dire que ça c'est pas à toi, je te dis moi tu mens. Le chauffeur semble déstabilisé. Alors Christophe espère lui donner le coup de grâce en déchargeant la drogue.
A priori, là, pour l'instant, tu pourras refaire passer le chien dedans au cas où, s'il y a d'autres produits, et après on fera l'habitacle aussi. Une, deux, allez, 3, 4, 5, c'est 1 kg. 1 kg. Bon là, il y a 11 sacs, à peu près, à les prendre à la main, on a entre 20 et 30 kg par sac, à peu près. Donc on a entre 200 et 300 kg, faut qu'on regarde en détail. Près de 300 kilos de drogue, un record pour la brigade des stupes. Et en plus, c'est du cannabis très recherché par les dealers. Il est identifié par une sorte de label. C'est les AMG, ça? C'est du AMG, ouais. Ça permet d'identifier le produit et d'identifier la provenance, en fait. Et eux, ça leur sert parce que, par exemple, ils vendent de l'AMG, ça vient d'un certain secteur au Maroc. Et en fait, les gens qui en prennent savent que c'est une certaine qualité de produit. On sait ça, c'est de la très bonne qualité, en fait. C'est ce qu'ils appellent le SEM, en fait. C'est vraiment du très très bon produit. Si la marchandise était arrivée à bon port, les trafiquants auraient touché le pactole. Avec ces 11 sacs, la bande aurait engrangé un bénéfice net de 250 000 € en un seul trajet. Mais non, il va y arriver. On dirait que tu fais les courses à la maison, regarde. Reste à dénicher l'autre moitié de la cargaison, celle que Foul n'a pas reniflée dans l'immeuble. Pour cela, Laurent décide de confronter le conducteur de la 307 à tous les éléments que les policiers ont accumulés au cours de l'enquête. Je ne me rappelle. C'est ça? La 307, à qui elle appartient? C'est une amie. C'est qui cet ami? C'est un ami qui... Une amie. Une amie? Ouais. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. C'est un ami, tu sais plus. Tu prêtes une voiture. Je n'ai pas laissé Montpellier, hein. Vous savez comment ça marche, Montpellier? Non, ça marche pas comme ça. Quand on prête une voiture à quelqu'un, en général, on sait à qui on l'emprunte. Non? Tu crois pas? Quand est-ce que tu lui as emprunté? Je me rappelle plus. Bon, tu te rappelles pas de grand-chose, hein. On est mal barré. Hein. Il nie en bloc, même si les policiers ont retrouvé sur lui la clé de contact de la 307, mais aussi de la fameuse fourgonnette chargée de drogue. Je t'explique. Tu as une clé dans ta poche. Cette clé, c'est la clé du Ford Transit. On l'ouvre et dedans, il y a 258 kg de résine de cannabis. Explique-toi là-dessus. Je suis choqué. Tu es choqué? Moi aussi. Ça m'a choqué quand je vois le véhicule. Tu es choqué, d'accord. Toi, on te laisse... C'est fantastique, on te laisse des voitures, mais tu connais pas les gens. C'est extraordinaire. Malgré des heures d'interrogatoire, il n'avouera rien. La brigade des stupes est toujours à la recherche de l'autre moitié de la cargaison dans les rues de Montpellier. Les policiers savent que le cannabis finira par réapparaître entre les mains des consommateurs habituels. Une nouvelle enquête commencera alors pour remonter jusqu'aux revendeurs.